amis bidouilleurs et bidouilleuses. Si un jour on arrive à coloniser Mars, et plus généralement le système solaire, est-ce qu'il y aura un Internet interplanétaire ? Et à quoi il pourrait ressembler ? On sait communiquer sur des grandes distances et on a déjà des réseaux de communication pour ça. Sur Terre, on a des systèmes d'émetteurs-récepteurs comme le Deep Space Network de la NASA ou l'ESTRAC de l'Agence Spatiale Européenne. Là, c'est la DSS-14, antenne de 70 mètres de diamètre de la NASA. Ensuite, on a des récepteurs. Bon, en dehors de l'ISS, aucun n'est habité. Beaucoup sont des sondes en orbite autour de différentes planètes, et autour de Mars, on a 6 satellites et des rovers au sol. Les liaisons avec les satellites autour de Mars sont assez bonnes par rapport à la distance. Sur les plus récents, on arrive à avoir un débit de plusieurs centaines de kilobits par seconde. Bon, en revanche, pour Voyager 1, qui a plus de 20 milliards de kilomètres, on tourne à 160 bits par seconde. Si Voyager 1 voulait nous envoyer un MP3 de 3 mégaoctets, il lui faudrait 41 heures de transmission, avec un décalage de presque 2 jours. Parce que le gros problème, c'est la latence, bien sûr. Entre Mars et la Terre, le temps que met le signal pour faire un aller simple est entre 3 et 21 minutes, en fonction de la position de la Terre et de Mars. En supposant que dans le futur on mette en place des liaisons avec un meilleur débit entre Mars et la Terre pour des missions habitées, et pourquoi pas ensuite pour une colonie humaine, ça ne sera jamais au niveau des câbles sous-marins à très haut débit qui relient les continents sur Terre. Ce qui pose souci pour créer un Internet interplanétaire, c'est donc 3 choses. D'une part, le débit de la connexion qui sera forcément plus faible que les connexions sur Terre. D'autre part, le décalage dû à la vitesse de la lumière qui peut aller de quelques minutes à des dizaines de minutes en fonction de où se trouve le destinataire dans le système solaire. Et enfin, les blackouts. Sur Mars, il y a 5 satellites susceptibles de communiquer avec Curiosity, le rover au sol. Mais ces satellites sont en orbite basse, entre 300 et 400 km. Ils tournent autour de la planète, donc Curiosity n'a qu'une fenêtre d'environ 8 minutes pour envoyer ses données au satellite. Il peut aussi directement communiquer avec la Terre, mais quand la Terre n'est plus visible à l'horizon, il doit attendre plusieurs heures avant de pouvoir rétablir une connexion. Bon, si un jour on a des colonies sur Mars, je pense qu'on mettra en place une liaison plus stable, avec des satellites en orbite stationnaire autour de Mars et des stations au sol plus puissantes. Mais on est quand même dans l'espace, il peut y avoir des pannes, et il peut y avoir des moments, comme par exemple quand le Soleil est entre la Terre et Mars, où toute communication est impossible ou très difficile. Ces 3 caractéristiques font que l'Internet interplanétaire ne peut pas ressembler à celui que nous connaissons aujourd'hui. Le problème, c'est qu'Internet fonctionne selon le principe end-to-end, de bout à bout. Quand on envoie une donnée, elle traverse de manière complètement transparente les réseaux qui constituent Internet. Pour l'utilisateur, le réseau se comporte comme un seul et unique tuyau entre lui et son destinataire, alors qu'en réalité ce sont des milliers de tuyaux connectés entre eux. Mais bon, ça on ne le voit pas. Et ça c'est bien pour nous, pour plein de raisons, mais dans l'espace, c'est beaucoup moins pratique. Pour bien comprendre, imaginez que la donnée que j'envoie soit un colis. Pour l'internet classique, j'envoie un colis et j'attends la réponse du destinataire. Pendant tout ce temps du trajet, je n'ai aucune nouvelle du colis. Vu que sur internet ce genre d'opération peut se dérouler en moins d'un centième de seconde, ça fonctionne. Si je me connecte sur un site foireux, par exemple kcna.kp, mon ordinateur cherche à faire un handshake avec le serveur qui héberge le site web. Un serrage de main. Oui. Pour le protocole TCP, ça se passe en 3 étapes. D'abord, mon ordinateur envoie un bonjour. Le serveur répond à son tour et mon ordinateur confirme. Si on ne compte pas l'obtention de l'adresse IP du site, ça fait 3 étapes pour établir une connexion. Et je n'ai toujours rien envoyé, j'ai juste établi une connexion. Si mon ordinateur envoie au site un premier bonjour sans réponse, puis un second bonjour sans réponse, au bout d'un certain temps, il laisse tomber. Alors c'est chiant, mais j'ai perdu que 2 minutes de ma vie, c'est pas la mort. Surtout qu'avec ce genre de site, c'est pas une grosse perte. Bon, imaginez qu'avant d'envoyer un colis, vous devez d'abord contacter votre destinataire, qu'il vous réponde, et que vous devez répondre à votre tour, et là, vous pouvez envoyer un colis. Ça serait très très long. Dans l'espace, c'est pareil, à 3 minutes minimum l'aller simple entre la Terre et Mars, établir une communication prendrait 9 minutes. Et on aurait juste établi la communication, on n'aurait encore échangé aucune donnée. Enfin si, les données pour établir la communication, mais on n'a encore rien envoyé de ce qu'on veut envoyer quoi. Et beaucoup de protocoles fonctionnent comme ça sur Internet. Si vous avez vu mon épisode sur le HTTPS, pour établir une connexion sécurisée, il me faut beaucoup d'échanges préalables avec le serveur, ce qui peut prendre des heures avec Mars. Si on schématise, mon système interplanétaire ressemblerait à ça. Des internets locaux, ici celui de la Terre et de Mars, qui fonctionnent à peu près de la même manière tous les deux et à peu près sur le même principe, c'est-à-dire la rapidité des communications de bout à bout, et entre les deux, des liaisons avec beaucoup de délai et un débit plus faible. Les internets locaux sont profondément incompatibles l'un avec l'autre du fait des connexions spatiales qui rajoutent un mur infranchissable, la vitesse de la lumière. Du coup, il faudrait modifier Internet pour ajouter quelque chose qui pourrait rendre possible la liaison entre ces deux Internets lointains. Il y a un truc que je trouve génial avec Internet, c'est que quand vous pensez à un truc, il y a forcément une personne qui a déjà pensé. Il suffit juste de chercher au bon endroit avec les bons mots-clés et on peut trouver une réponse. Et quand on trouve la réponse dans des publications scientifiques,
ça prouve qu'on se posait des questions plutôt pertinentes. En 2002 a été créé le groupe de recherche pour un réseau tolérant au délai. Bon, c'est une traduction, parce que mon accent anglais, voilà quoi. Ce groupe est au sein de l'IRTF, qui est en gros les chercheurs qui développent les futurs protocoles pour Internet. Bon, il n'y a pas que eux, je simplifie. Et il a été proposé le Bundle Protocol, qui est prévu pour, entre autres, étendre Internet dans l'espace. Oui, on y a déjà pensé. C'est tout simplement génial. Alors pas en prévision des délires d'Elon Musk, mais plus pour communiquer avec des sondes tout en utilisant des outils qui existent déjà sur Internet. Parce que bon, on a déjà tout un système technique pour envoyer des fichiers, des messages, du texte, pas besoin de réinventer la roue, plutôt la réadapter pour pouvoir la réutiliser dans d'autres contextes. Le Bundle Protocol se rajoute entre la couche transport et la couche application. Si vous avez vu mon épisode sur Internet, vous devriez avoir une idée de ce que c'est. Pour les autres, je vais vous faire la version super courte, et si vous voulez plus de détails, allez voir mon épisode sur Internet. Internet et les réseaux modernes en général utilisent des protocoles de communication. Chacun a un rôle précis, et ces rôles sont hiérarchisés selon le modèle OSI. Ici, on va regarder une version simplifiée en 4 couches. Ici, on est du côté serveur, par exemple la page web de boîteamiracle.com. L'information passe du haut vers le bas. La première couche, c'est la couche application. C'est l'information qu'on envoie ou qu'on reçoit. Pour une page web, c'est le protocole HTTP. Mais ça peut être une image, une vidéo, peu importe. Cette page web est découpée en morceaux dans la couche 3, le protocole TCP ou UDP. On lui colle ensuite une adresse dans la couche 2, c'est le protocole IP. Puis on l'envoie ensuite par Wi-Fi, fibre ADSL ou ce que vous voulez. C'est la couche 1, la couche liaison. Voici le trajet de l'information jusqu'à mon ordinateur. D'abord la page web part du serveur, elle passe ensuite par les routeurs qui servent à décider du chemin que va emprunter le paquet à travers Internet. Enfin, l'info arrive à mon ordinateur qui fait le chemin inverse. L'info est reconstituée et traitée par mon navigateur. Bon, ça peut paraître un petit peu obscur, mais je peux pas faire plus simple. Si je simplifie plus, ceux qui s'y connaissent en réseau risquent de faire des AVC. Le Bundle Protocol se rajoute ici. Il va créer une sorte de conteneur dans lequel je vais pouvoir stocker en avance des infos. Je vais stocker une demande de page web, mais aussi un message pour un ami et une requête pour récupérer un fichier à une adresse martienne précise. Bon, dans cette vidéo, je vais pas parler du problème que poseraient les DNS. Une fois le bundle créé, je l'envoie sur Internet de manière classique. Arrivé à la station qui émet vers Mars, le bundle est récupéré par le premier relais spatial. Ce dernier ensuite envoie le message au relais spatial qui est sur Mars. Le relais spatial sur Terre m'envoie ensuite un message comme quoi mon bundle a bien été envoyé avec l'heure d'envoi. On peut aussi supposer que la station au sol connaisse la trajectoire de Mars et est donc capable de donner une estimation du délai d'aller-retour. Je reçois donc cette estimation avec l'accusé de réception de la première étape. Le relais sur Terre envoie le bundle mais le garde en mémoire. En effet, si le bundle n'est pas reçu sur Mars ou pas en totalité, il pourra être renvoyé automatiquement. C'est le principe du store and forward, ou stocker et envoyer. Une fois le bundle arrivé sur la base martienne, un autre message de réception est renvoyé, le bundle est dépilé et chaque requête sont traitées de manière classique sur l'internet martien. Et sur mon ordinateur, je pourrais suivre le trajet du message, avoir une estimation du trajet d'un côté et des accusés de réception qui me parviennent à chaque fois qu'un relais est passé. En gros, l'internet interplanétaire ressemblerait à un suivi de colis. L'idée du bundle, c'est qu'il peut être utilisé avec les applications d'internet classiques. Je peux demander une page web ou envoyer des fichiers sans avoir à utiliser des outils spéciaux, des applications spécifiques. Bien sûr, il y aurait des modifications de design à faire par rapport aux applications actuelles. Par exemple, si je discute avec une personne sur Mars, la messagerie pourrait ressembler à ça. En tête, on aurait les différentes localisations avec le délai estimé des communications. Quand un message est envoyé, une progression s'affiche. Je peux regarder le détail. Où en est théoriquement le message, en gris, et les confirmations de réception des différents relais. Et quand le message a dû arriver, on m'indique que la confirmation est en attente. Une fois le message effectivement reçu, je reçois une notification. Et non, on n'utilisera pas des écrans transparents. C'est une idée de merde, les écrans transparents. Ce qui est intéressant, c'est que le bundle protocole peut servir pour l'internet interplanétaire, mais aussi sur Terre. Il peut y avoir des cas, comme après une catastrophe ou en temps de guerre, où internet n'est disponible qu'avec un faible débit ou par intermittence. Des cas où le bundle protocole pourrait être utile. Pour l'instant, c'est un protocole expérimental qui a déjà été testé en simulation, avec des délais de transmission de plus de 60 minutes, avec succès. Et si un jour, peut-être, l'humanité installe des colonies un peu partout dans le système solaire, les communications seront un enjeu extrêmement important. Ce qui implique des problèmes qui sont peu abordés dans la science-fiction, à ma connaissance. Par exemple, nous avons de plus en plus de données stockées dans le cloud, et on peut supposer que dans un futur proche, beaucoup de gens n'auront plus d'ordinateur, mais un bureau virtuel, accessible via une tablette ou autre.
On manipule de moins en moins de fichiers, que ce soit des jeux ou des films ou de la musique, on y accède de plus en plus en ligne sans l'avoir sur notre disque dur. Si on peut imaginer que sur Mars, on peut avoir une copie des serveurs qui servent de cloud et qui gèrent le streaming ou des systèmes de protection, les DRM, bon, il faudra peut-être attendre quand même un petit peu de temps pour qu'il y ait le marché suffisant sur Mars pour que ça puisse arriver. Ça ne sera pas forcément le cas de toutes les petites colonies, et si les communications coûtent super cher, le partage local de fichiers va se développer. Par conséquent, je peux vous donner un conseil si un jour vous partez sur Mars. Prenez la plus grosse mémoire disponible et blindez-la de films, de jeux, de séries, de tout ce que vous pouvez. Parce qu'au bout de quelques années, quand la base se sera installée et que la Terre sera passée à autre chose, vous laissant sur votre caillou avec pour seul environnement vivable un réfectoire et un espace personnel de 4 mètres carrés, le contenu numérique deviendra une ressource convoitée. Mais bon, loin de moi l'idée de vous décourager, ça doit être une aventure extraordinaire. Aventure qui va durer toute votre vie. Dans une colonie, avec un système hiérarchique strict, une dictature, il faut dire le mot, où chaque individu est réduit à une fonction, sa spécialité technique, un système où chacun a son rôle, c'est très important pour la survie de la station, mais où il est impossible de s'extraire de ce rôle. Donc c'est quand même un terreau propice à la mise en place progressive de mécanismes d'exclusion similaires à ceux du racisme. Parce que dès qu'il y aura des gens qui seront estimés comme étant moins productifs que d'autres ou moins importants que d'autres, il suffit que la station rentre un petit peu en crise, qu'elle ait un petit peu trop de difficultés, et on risque d'avoir un petit groupe qui se fait exclure par tous les autres pour servir de bouc émissaire. Parce que bon, t'es bloqué sur Mars, et même si tu peux en vouloir à la Terre, de toute façon, tu peux pas les atteindre. Voilà, donc tu trouves quelqu'un à te taper. Mais je veux pas vous décourager, ça doit être une aventure extraordinaire. Et vous le voyez comment l'internet interplanétaire, avec cette histoire de délai entre les communications? À votre avis, comment se passera le partage de l'information à l'échelle du système solaire? Je vous invite à poser votre scénario dans les commentaires, je sens que je vais bien me marrer. Ou bien déprimer, au choix. En attendant, je vous remercie pour le cap des 40 000 abonnés, et je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.